Bonjour à tous. Je suis Alizée Bourgeois et je représente le groupe Vive, qui est le partenaire de l'Ordre des experts comptables, donc que ce soit au national ou en région dans toute la France. Donc, je suis accompagnée de mes collègues qui sont les intervenants Nicolas Morel et Fabienne Joanny-Chalmel. Et je vais vous présenter brièvement le groupe Vive. Donc, le groupe Vive, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un groupe de protection sociale qui est composé uniquement de mutuelles dont Harmonie Mutuelle, qui est la mutuelle principale du groupe, la MNT pour les collectivités territoriales et la MGEN pour l'éducation nationale. Il faut savoir que l'ambition de notre groupe, c'est d'accompagner les individus tout au long de leur vie. C'est pourquoi nous organisons notre métier sous trois volets différents. Donc, le premier qui est le volet de l'assurance, qui est notre métier de base, avec des produits de santé, de prévoyance, d'épargne ou bien même de retraite. Et depuis peu, nous proposons également de la multirisque professionnelle. Donc, notre deuxième métier est celui du soin et de l'accompagnement, avec par exemple environ 1200 établissements de soins et des offres dans nos produits qui sont en inclusion, comme par exemple la prévention, la e-santé, de l'assistance. Et notre troisième métier est celui du logement. Car pour nous, le logement, c'est vraiment un déterminant de santé de majeur et une condition essentielle du mieux vivre. C'est pourquoi nous proposons toutes ces solutions au sein du groupe Vive. Et maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont vous présenter le webinaire sur la PLFSS. Bon webinaire à vous. Merci Alizé. Bonjour, Merci. bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas Morel, je suis le directeur de l'expertise réglementaire santé prévoyance du groupe VIM et on travaille avec nos directions des affaires publiques, nos directions santé des mutuelles. Alizé en a cité quelques-unes, je vais citer Harmonie Mutuelle, la MGEN, mais aussi la MNT. On œuvre pour défendre l'intérêt de nos adhérents, de nos clients, dans le sens de la protection sociale, dans l'hyper-réglementation qui nous régit depuis quelques années et qui s'intensifie, à savoir des mesures qui sont soit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, soit dans des textes réglementaires tout au long de l'année, qui font que de plus en plus, on assiste à un environnement de plus en plus complexe, d'une part, et qui détourne un petit peu le modèle dans le sens où on va nous ajouter de plus en plus, nous, les complémentaires santé, de responsabilités en termes de remboursement qui font que tout d'un coup, on va faire peser les choses sur les cotisations, mais de ça, on va parler. Je suis accompagné aujourd'hui par Fabienne. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc Fabienne Joanny-Chalmel à la direction expertise réglementaire et avec vous pendant les 2 heures pour vous présenter les mesures impactant les contrats. Voilà, en termes de temps, j'avais noté, moi, 1 heure et demie, non? Je t'entends dire 2 heures. Je vais juste vérifier qu'on soit tous OK. Non, je vais confirmer, bon, paralyser ensuite. Donc voilà, on va vous présenter un support qui va dérouler dans quelques minutes, je dis bien dans quelques minutes, donc pas immédiatement derrière nous. Ce support-là, vous l'aurez bien évidemment à disposition. Et puis, on ne va pas se contenter de parler de sujets PLFSS. Alors pourquoi? Parce que 2023 a été une année vraiment, vraiment atypique. Après 2 années et demie de crise sanitaire qu'on a tous connue, qu'on a tous vécu ensemble, qui a balayé un petit peu tout ce qu'on connaissait et qui nous a amené à un certain nombre de choses très nouvelles dans tous les domaines, mais et aussi dans le domaine de la complémentaire. Donc, on a eu une année 2003 atypique avec, durant le premier semestre, une multitude de mesures réglementaires qui sont arrivées, dont certaines totalement inhabituelles. On a eu des transferts de charges vers la complémentaire santé importantes. On a eu des renégociations qu'on n'attendait pas avec des professionnels de santé. On a
normalement, traditionnellement, un été plutôt calme. Et là, nous avons eu des conventions flash, alors avec des auxiliaires médicaux. Et là aussi, on ne s'y attendait pas véritablement parce que normalement, les conventions, elles sont traitées, elles sont discutées tous les 5 ans avec des avenants de temps en temps. Mais là, on a eu quelque chose qu'on a appelé flash par la Caisse nationale d'assurance maladie qui a revalorisé le tarif de base de beaucoup de professionnels de santé. On en reparlera. Évidemment, c'est dans le contexte d'inflation médicale. Alors, sans oublier la nomination d'Aurélien Rousseau, qui est intervenu le 20 juillet de cette année. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, désormais, donc, qui était prof d'histoire-géographie, qui en 2018 était directeur général de l'ARS Île-de-France. Il a piloté la politique de santé donc, durant la crise sanitaire du Covid, mais aussi il a piloté la gestion des conséquences de l'incendie de Notre-Dame de Paris en termes de santé. En mai 2022, il est devenu directeur de cabinet de la Première ministre Elisabeth Borne. Et c'est donc ce 20 juillet de cette année qu'il est devenu ministre de la Santé. Alors, pour nous, ce qui est très important, c'est de regarder un petit peu comment il va suivre ou pas la feuille de route de François Braun, qui était le précédent ministre. Alors, François Braun avait une méthode de travail, comment dire, d'abord tourné vers les autres dans les faits, on ne l'a pas vu. C'est-à-dire qu'on n'a rien vu de factuel. Il avait mis en place pourtant au mois d'octobre de l'année passée ce qu'on appelle un comité de dialogue avec les organismes complémentaires, ce qu'on appelle CEDOC, un peu partout. Et donc, ce comité de dialogue devait normalement discuter de toutes les conséquences, de toute l'articulation entre l'assurance maladie et les complémentaires santé pour le moderniser et puis aussi pour faire en sorte que chaque mesure soit concertée. Or, ça n'a pas été le cas. Nous n'avons pas été réunis, enfin si, on a été réunis à 2 reprises, mais pas du tout été entendus. Aurélien Rousseau semble dire depuis la rentrée qu'il va remettre en place les CEDOC et on a appris vendredi dernier, donc vous aurez la primeur, que oui, le comité de dialogue avec les organismes complémentaires va se remettre en marche ce mois-ci, ce mois de décembre, donc à venir. Donc ça, on va voir un petit peu en termes de méthode. Si de nouveau on va nous associer aux discussions parce que toutes les mesures qui ont été prises ont été faites sans nous jusqu'alors. Donc ça va être très très important. On va voir aussi comment il suit la feuille de route de François Braun concernant l'extension du 100% santé et son évolution. 100% santé, vous le connaissez, on vit tous avec dans le cadre du contrat responsable en audio, en optique et dentaire. Et il y a d'autres univers du 100% santé qui vont s'ouvrir. Alors Fabienne va en parler tout à l'heure. On en a un qui nous qui nous met en situation de difficulté actuellement, c'est le sujet des fauteuils roulants. Il y a une promesse du président de la République de rembourser à 100% les fauteuils roulants. Mais alors, dans quelles conditions on va en parler parce qu'il y a un phénomène discriminatoire pour le handicap. On parlera également, on va surveiller de près donc, par rapport à ce qui a été fait sur l'univers de MonPsy. Et on se souvient quand même qu'en 2021, Emmanuel Macron avait mis la santé mentale comme une priorité nationale. Il avait annoncé des mesures en psychiatrie. Il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis. Et puis, il avait annoncé des mesures concernant un dispositif de remboursement des consultations de psychologues. Allez, 2 ans, un peu plus de 2 ans après, on va voir où on en est, et surtout comment Aurélien Rousseau va tirer un petit peu les ficelles de ce qui ne fonctionne pas, parce qu'il faut se dire déjà. Et puis la feuille de route concernant la prévention. Alors, élément majeur que nous défendons, nous, les complémentaires santé, et pour l'instant, nous ne sommes pas suivis, c'est-à-dire que nous avons réclamé le droit d'être partenaire de l'assurance maladie dans une vraie politique de prévention en France. Aujourd'hui, tout le monde fait un peu quelque chose. Or, on voit bien que l'assemblage ne correspond pas à grand-chose encore. Alors voilà, on va voir un petit peu tout ça. Et puis, on verra aussi comment Aurélien Rousseau va, va pouvoir rétablir les liens qui sont, comment dire, très, très distendus avec les médecins. Les médecins, que vous avez vu, il y a eu encore des mouvements de grève dernièrement. Les médecins généralistes et spécialistes qui ne sont pas du tout satisfaits de comment ils ont été traités cette année dans le terme de leur convention médicale telle qu'elle était négociée. Ils n'ont pas signé, il y a eu un règlement arbitral et puis depuis, c'est tout, c'est réouvert. On en dira quelques mots. Et puis la rentrée, après cet été-là, la rentrée, c'est le travail du budget de la sécurité sociale. C'est donc ce qu'on appelle le projet de loi de financement de la Sécu, qui a été présenté donc en Conseil des ministres
le 27 septembre, un projet qui embarque un volet prévention qui fait la fierté du ministre. Alors là, je vais avoir l'occasion largement d'y revenir. Nous, on trouve que il embarque très très peu de choses sur la prévention, hein, et puis peu sur l'autonomie. Alors, comme nous avait promis il y a 2 ans, lors de la création de la branche autonomie, qu'il allait se passer des choses, on voit bien que ça prend pas. Et j'aurai l'occasion de rappeler aussi que le groupe a fait un plaidoyer, hein, en faveur de l'autonomie. On a fait des grosses propositions qui ont été balayées par le président de la République en disant non, c'est plutôt l'État qui va faire. Or, on voit que l'État, c'est très très poussif et il n'y a pas de courage politique à ce sujet-là. On voit d'ailleurs d'autres acteurs qui ne sont pas nous, qui sortent du bois là, ces jours-ci. Je ne les nommerai pas, mais qui disent ça suffit, quoi. À un moment, il faut que les complémentaires puissent prendre la manœuvre. On a des capacités. Voilà. On verra aussi dans le cadre du projet de loi de financement pas mal de choses qui sont des expérimentations qui vont arriver dans le droit commun avec un élargissement du rôle du pharmacien, et puis des choses sur la lutte contre la fraude et la complémentaire santé solidaire. Et puis alors, en plus de ce projet de loi de financement de la Sécu, on a aussi des autres évolutions qui arrivent, ce que j'appelle un peu la valse des évolutions réglementaires, qui se poursuivent durant ce second semestre, en parallèle avec notamment la réouverture, j'en ai dit quelques mots, de la convention médicale, mais ça a surveillé très très près, parce que ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est que les 26,50 de la consultation de médecins généralistes, pour simplifier, elle n'est pas inscrite dans le marbre, hein. Ça voudrait dire que l'année prochaine, on pourra avoir une évolution, ce qui veut dire un impact sur les cotisations notamment. Et puis, une réouverture aussi des pharmaciens qui étaient dans la rue la semaine dernière, où là aussi, on voit des choses prégnantes qui pourraient arriver avec le chemin autour de l'extension du 100% santé. J'en ai dit quelques mots, mais on parle d'orthodontie, on parle de prothèse capillaire, et puis encore d'autres choses. Donc voilà un petit peu dans l'environnement dans lequel nous sommes, qui est très très dense, hein, et qui fait que on a un phénomène d'impact très très profond sur les cotisations des complémentaires santé. Alors on a des pouvoirs publics, un gouvernement qui dit on n'augmente pas les impôts, on s'est engagé à ne pas augmenter les impôts, mais parfois par des détournements, par des transferts de charges, juste avec des ajustements paramétriques en disant la Sécu va rembourser moins, mais les complémentaires, vous allez rembourser plus, on fait que on détourne un petit peu ce moyen-là, c'est-à-dire que oui, on n'augmente pas les impôts, l'État a pas perdu la face à ce niveau-là, mais que derrière, on va nous mettre des charges supplémentaires, nous les complémentaires, et comme nous, on n'a pas le droit à avoir du déficit, à contrario de la sécurité sociale, hein, Fabienne y reviendra, derrière ça, on est obligé, bien évidemment, avec les solvabilités et ce qu'on nous impose en termes de réglementation, de le retrouver dans nos cotisations. Et là, derrière, voilà, on voit bien que dans le pouvoir d'achat des Français, on a des cotisations complémentaires santé qui augmentent. On le voit cette année, hein, de manière importante, et ça risque encore de perdurer une année parce qu'on imagine que l'année prochaine, on va avoir encore des phénomènes comme ça. On a eu des augmentations, notamment des tarifs hospitaliers courant d'année. On ne s'y attendait pas non plus, entre 5 et 7%. Le prix de l'électricité a un impact aussi sur les établissements hospitaliers. Le prix du carburant a un impact dans le transport sanitaire. Enfin, on voit bien que tout ce monde dans lequel nous vivons a un impact sur la complémentaire. Voilà ce que je voulais dire avant de démarrer. Et puis, on est évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous avez le chat qui est ouvert. Et puis, donc, il y a quelqu'un d'entre nous qui pourra les poser. Et puis, on essaiera, dans la mesure du possible, bien évidemment, d'y répondre. Fabienne, tu peux me confirmer que ça fonctionne? C'est bon. En termes de partage? Et je te remercie. Donc, voilà. Sur le projet de loi de financement sécurité sociale, je n'y reviendrai pas. Donc là, vous avez une page d'ouverture. Et puis, sur les mesures mises en place. Alors, Fabienne, je te donne la main, peut-être, pour commencer à parler un petit peu du calendrier, où on en est. Alors, où on en est? Donc là, ce qu'on vous présente dans le document aujourd'hui, c'était lors de la première lecture, à savoir une adoption au 4 novembre. Depuis, il y a eu bien sûr le passage au Sénat qui avait adopté avec des modifications via des amendements.
Ceci dit, Elisabeth Borne, la semaine dernière, est donc venue via le 49.3 clôturer les débats côté recettes. Et donc, dimanche dernier, elle les a également clôturés, toujours par l'application de l'article 49.3, de toute la partie dépenses. Ce qui fait qu'à aujourd'hui, un mardi 28 novembre, on est donc sur une adoption par l'Assemblée nationale en deuxième lecture par le biais du 49.3. Donc cette semaine, ce qui va se passer, c'est un dernier passage au Sénat. Et pour vendredi 1er décembre est donc attendu le vote définitif. Donc, on a fait un rapprochement hier à peu près entre ce qui avait été voté au 4 novembre et ce qui a été retenu via le 49.3. Donc, on va vous proposer là tous les articles qui datent maintenant pratiquement d'un mois et sur lesquels il y a eu très, très peu de modifications. Donc déjà, on a ici sur l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, communément appelé l'ONDAM. Donc, il est fixé pour 2024 à peu près 255 milliards d'euros. Il sera donc sur une augmentation de 3,2%. Il a été rectifié déjà en début d'année par une LFSS rectificative. Et puis après, côté déficit, là pour le coup, lors des débats, donc, le gouvernement a également rectifié son déficit qui était prévu au départ pour 2024 à près de 11 milliards 200 millions d'euros. Et en fait, le gouvernement l'a revu à la baisse. Et il devrait donc atteindre pour 2024, on parle bien au conditionnel, il devrait atteindre 10,7 milliards d'euros. Puisque, comme vous le savez, il est prévu quand même des économies assez fortes sur à peu près de plus de 3,5 milliards, je crois, à peu près d'euros que l'État entend économiser sur l'année 2024 par le biais du développement de l'ambulatoire, par le biais d'une rectification des dépenses hospitalières, mais par aussi sur les produits de santé et en baissant également le prix des médicaments. Nous, du côté, alors que ce soit la Fédération nationale de la mutualité française FNMF, le CETIP, France Assureur, on s'étonne du manque de transparence et de visibilité sur les mesures d'économie qui sont envisagées dans ce projet de loi de financement de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout décrites. On regrette de ne pas être associé comme un vrai partenaire essentiel du plan de lutte contre la fraude. On dit qu'on va récupérer de l'argent, on a des moyens considérables, nous, dans les complémentaires, d'agir, sauf qu'on ne nous les donne pas parce qu'on ne nous donne pas accès à certaines données et puis parce que derrière, on ne nous donne aucune prérogative pour sanctionner. Donc ça, des choses comme ça, on a fait ce genre de demande. Ce n'est pas contenu dans le texte, même si voilà, peut-être qu'on va avoir une réunion à ce sujet-là la semaine prochaine avec le ministère pour en discuter, mais enfin, en tout cas, il n'y a rien d'inscrit dans ce projet de loi alors que ça aurait pu l'être. Et puis, en termes d'économie, que vient d'évoquer Fabienne, on ne les voit pas toutes. On ne les voit pas toutes. Il y en a une, je peux peut-être l'évoquer tout de suite, qui n'apparaît nulle part dans le texte parce que les pouvoirs publics ont décidé de l'inscrire en cours d'année avec une évolution réglementaire pure et simple, donc qui n'interviendra pas dans le texte. C'est le sujet des franchises médicales. Vous avez entendu parler, 4 ministres qui l'avaient évoqué. C'est d'abord arrivé par Bruno Le Maire au mois de juin de cette année. C'était ensuite repris par Cazenave, ça a été repris par Elisabeth Borne et c'était évidemment repris par Aurélien Rousseau, les franchises médicales qui devraient augmenter courant 2024. Les franchises médicales, c'est quoi C'est par boîte de médicaments. Vous savez qu'on a 50 centimes pour notre poche, en tout cas qui ne doit pas être remboursé par une assurance complémentaire et donc qui nous reste à charge par boîte de médicaments, 50 centimes donc. Et ces 50 centimes-là deviendraient 1 euro à partir d'une date à déterminer dans l'année prochaine. Et puis, il y a aussi l'effet sur les consultations médicales. Vous savez que nous avons 1 euro, ce qu'on appelle la participation forfaitaire à charge. Et cet euro-là, il se transformerait en 2 euros à partir de l'année prochaine. Donc, tout ça sont des mesures, évidemment, qui, pour nous, ne sont pas très, très favorables aux adhérents, puisque forcément, ça va alourdir le reste à charge. Vous allez me dire, voilà, c'est uniquement des petites sommes dont on parle. Oui, mais enfin, derrière, on considérait qu'il serait peut-être plus utile de taxer l'alcool, par exemple. Je rappelle quand même qu'il y a eu un renoncement à une hausse de taxation de l'alcool pour l'année prochaine, dans ce cadre de projet de loi, et qu'en lieu et place, on préfère taxer
les assurés directement en alourdissant finalement le reste à charge sur le médicament, sur ce qui soigne. Donc voilà, quelque chose qui a prouvé qu'il y avait des effets donc néfastes sur la santé en termes d'abus d'alcool, et puis donc on ne le taxe pas, et puis derrière on taxerait plus quelque chose qui soigne. Voilà, on voit des non-sens qui s'installent ici, mais en tout cas, la mesure d'économie, elle n'est pas inscrite dans le projet de loi, même si elle va arriver à un moment donné durant l'année prochaine. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir. Ah, il y a ça, et puis il y a tout ce qui est des autres transferts de charges, hein, c'est-à-dire quand l'assurance maladie décide de prendre en charge certaines nouvelles choses, derrière, il ne faut pas croire, hein, c'est un petit peu comme quand on dit on a du 100% sécu, ben ça va, les complémentaires santé, vous n'êtes pas du tout impacté. Ben si, parce que derrière, maintenant, c'est que pour le financement, comme le budget de la sécu doit rester à ISO budget, eh bien, ce qui n'est pas possiblement financé par l'assurance maladie, il y a juste des mesures réglementaires qui sont faites pour transférer des charges vers nous, des assurances complémentaires. Ben derrière, voilà, ça se retrouve aussi dans nos impacts cotisations dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, je te redonne la main. Peut-être pas utile de décomposer ici l'évolution en Des termes montants de… par branche? Non, 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 non. ça figurera de toute façon au niveau chiffre et puis à voir si ça a bien été retenu depuis C'est dimanche ça, dernier. Ouais. c'est ça. Parce que oui, voilà, c'est nouveau à l'Assemblée nationale, comme l'a dit Fabienne, hein. On a eu un 49.3 donc vendredi sur la partie recettes. Là maintenant, on va attendre la partie dépenses, hein. C'est revenu du Sénat, donc il y a eu pas mal d'amendements qui sont revenus au Sénat. Le Sénat qui a un peu pris sa revanche, hein, cette année, déjà l'année dernière, mais enfin cette année plus visiblement, parce que comme il n'y a plus de discussion du tout à l'Assemblée nationale, bah, tout d'un coup, au Sénat, ça discute. Il y a des amendements qui sont retenus, mais enfin, il faut quand même se dire que le retour final se fait donc à l'Assemblée nationale et que c'est l'Assemblée nationale qui va avoir le dernier mot, en tout cas le gouvernement. Et on n'a aucun doute, hein, enfin, voilà, on va dire qu'on a très, très, très peu de doutes, pour l'exprimer autrement, mais la version qui sera retenue, ce sera celle du gouvernement, hein. Donc, ce qui ne convient pas au gouvernement va être gommé via la gomme magique qui est le 49.3 et on attendra Elisabeth Borne cette semaine pour le dernier, en tout cas, qui concernera le projet de loi de financement de la Sécu. Et on verra un petit peu ce qui aura été retenu en termes d'amendement. Donc, les chiffres là, tout va bouger. Et puis, ce que je n'ai pas dit non plus, et là, je te redonne la main, Fabienne, c'est sur l'aspect ONDAM, Objectif national des dépenses d'assurance maladie dont on vient de parler. Le mode de calcul, bon, on commence à se dire que ça commence à plus être opérant, hein. Il faut arrêter maintenant. Un ONDAM qui est rectifié 4 fois pour celui de 2023 durant l'année, à un moment, si nous, dans la mutualité, dans la complémentaire santé, on avait des actuaires qui travaillent de la sorte, voilà, je crois qu'on ne ferait pas long feu. Donc voilà, derrière, encore une fois, la sécurité sociale a droit à avoir du déficit. Ouais, ok, mais on a un matelas, ils ont un matelas. En revanche, nous, on n'a pas le droit et on n'a pas le droit à ce genre d'erreur-là. Mais enfin, voilà quoi. Donc, quand on nous dit bah, travailler sur vos projections pour l'année qui suit, sur une base de calcul de l'ONDAM qui s'avère fausse à chaque fois avec des rectificatifs importants en milliards, à un moment, voilà, c'est quand même de plus en plus compliqué en termes de méthode, ce qui laisse dire à certains députés, hein, déjà, que bah, la méthode, elle devrait être changée, hein. On a eu le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, d'ailleurs, qui est sur la question, qui se dit, bah, est-ce qu'on ne peut pas trouver une nouvelle forme de travail que ces projets de loi qui, finalement, voient année par année des chiffres et qui voient après un non-respect. Donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose à plus long terme? En tout cas, c'est une vraie étude qui a lieu par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Allez, on démarre, Fabienne. Parlons prévention. Alors, on a à peu près, ouais, pas loin de 6 mesures de prévention dans ce PLFSS. Entre autres, il y en a une, hein, c'est une campagne qui avait été annoncée début février. C'est la campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humain. Donc, c'est le président de la République, hein, qui l'avait annoncé. Et cette campagne, elle a débuté début octobre dans les collèges. Et par le biais d'abonnements, elle a du coup été élargie à tous les enfants en situation de handicap qui sont hébergés dans les établissements médico-sociaux.
Donc, l'objectif du gouvernement pour cette année, c'est de pouvoir couvrir au moins 30% des élèves de cinquième. Elle se déroule en deux phases. Donc, en octobre, c'est la première vaccination et il y a une dose de rappel après 6 mois plus tard. Cette campagne, elle est donc effectuée dans les collèges par les professionnels de santé qui sont habilités à faire les vaccins, à savoir les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens, mais également les étudiants en médecine et également en pharmacie. Alors, il faut savoir à peu près au niveau chiffre que 80% de la population a été en contact avec ce virus. Alors bien souvent, ça reste quand même des cas assez asymptomatiques, mais c'est une campagne, enfin, c'est une vaccination qui existe pour les jeunes filles depuis 2007 et qui avait été ouverte également aux garçons en 2021. Et là, l'objectif, c'est d'essayer de couvrir le maximum du territoire, tout en sachant qu'indépendamment des vaccinations faites au collège, ce vaccin peut également être délivré en pharmacie par le biais d'une ordonnance. Et dans ce cas-là, il est fait par le pharmacien et remboursé à 65% par la Sécu et 35% par les mutuelles. Savoir que cette opération vaccinale avait très très bien démarré, hein. Voilà, ce qu'on me dit ici, c'est que ça concerne vraiment la sensibilisation et la vaccination des élèves de cinquième au collège. Ça a très très bien démarré. Bon, voilà, il y a eu un gros problème avec un enfant à Nantes qui, hélas, voilà, est décédé. Alors non pas du vaccin en lui-même, mais d'un vaccin, on va dire, hein. C'est pas le produit qui contient le vaccin, donc c'est pas le produit qui est incriminé. Ce qui fait que, ben, évidemment, naturellement, les parents aujourd'hui sont plus réservés sur les risques afférents à cette vaccination, qui sont pas autres qu'un autre vaccin. Mais voilà, donc il y a un petit coup d'arrêt qui est mis ici, qui est dommageable dans la campagne, hein, de vaccination pour ce fait quand même grave, enfin, qu'on peut regretter, qui est intervenu sur un enfant de cinquième à Nantes. Voilà. Allez, rendez-vous de prévention. Allez. Alors, sur les rendez-vous de prévention qui, depuis d'ailleurs, ont été nommés en bilan de prévention. Pourquoi? Parce que, indépendamment, qui pouvait être effectué par les médecins, puisqu'on se rappelle quand même que c'est une mesure de la LFSS de l'année dernière qui prévoyait 3 rendez-vous de prévention aux âges clés qui, à ce jour, n'ont pas encore démarré et devaient concerner les tranches 20-25, 40-45, 60-65. Et en fait, le PLFSS, lui, prévoit déjà un changement au niveau des tranches d'âge puisqu'elle va être destinée aux 18-25, aux 45-50, aux 60-65 et va même être couverte à une 4e tranche d'âge, les 70-75 ans. Et là, cet article dans la loi, en fait, permet d'élargir les professionnels de santé qui vont pouvoir faire ces bilans de prévention auprès de la population, puisque là, on retrouve désormais les infirmiers, les sages-femmes et les pharmaciens. Côté montant, on voit les tarifs sur le site du ministère de la Santé qui vont être confirmés très certainement par arrêté. On serait donc sur sur un bilan qui coûterait 30 €, pris en charge intégralement par la sécurité sociale, et donc 30 € pour chaque professionnel de santé. Donc là, on est sur une expérimentation dans les départements du Hauts-de-France qui ont dû démarrer, mais à confirmer parce que je vois rien pour l'instant sur le site de la HAS, devait démarrer en octobre-novembre et devrait être généralisé à partir de janvier 2024, et là pour les 4 tranches de population. Alors, cette mesure, il arrête, LFSS 2023. Voilà. Elle est reprise en PLFSS 2024. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une grosse fierté, là aussi, de François Braun lorsqu'il a présenté le projet de loi en Conseil des ministres l'année dernière. Je parle bien de 2023. La semaine précédente, François Braun était invité au congrès de la Mutualité française. Donc, chaque année, nous avons un congrès qui réunit les mutuelles et piloté donc par la FNMF. Et là, aux côtés d'Éric Chenu, qui est le président de la Fédération nationale de la mutualité française,
on avait donc François Braun qui parle de prévention et qui dit, voilà, le projet de loi de financement de la Sécu va arriver, il va être présenté en Conseil des ministres, et puis il va y avoir un gros volet prévention. Super. Éric Chenu, évidemment, prend la main immédiatement pour dire, bah, on est déjà ravis d'entendre que le sujet va être pris à bras-le-corps par les pouvoirs publics, et donc on s'inscrit en véritable partenaire de tout ce qui pourrait être fait en faveur de la prévention, bien évidemment, parce qu'on fait tellement de choses depuis tant d'années sur les sujets-là, mais on a besoin de travailler avec l'assurance maladie pour enfin construire quelque chose de très, très cohérent. François Braun répond en disant oui, vous êtes un partenaire incontournable. Donc voilà, on avait toutes les raisons d'espérer. Et tout d'un coup, le texte apparaît, le projet apparaît avec une mesure qui dit ben voilà, il va y avoir des consultations de prévention qui vont être remboursées par l'assurance maladie. Fabienne vient de les exposer, elles sont à l'écran, mais elles seront remboursées à 100% par l'assurance maladie. Alors là, on va se dire, qu'est-ce qui se passe? Parce que pourquoi ne sommes-nous pas associés à ces consultations de prévention? Dans le sens où on a des tas de choses à proposer à nos clients, à nos adhérents, qui concernent bien évidemment la lutte contre les addictions, tout ce qui est alimentation. Je rappelle quand même que nutritionnistes, diététiciens, c'est nous qui remboursons et qui pouvons proposer des parcours. Le sport santé, on a quand même ouvert des maisons de sport santé. On rembourse dans un grand nombre de garanties l'activité physique adaptée qui n'est encore actuellement pas remboursée par l'assurance maladie, on va y revenir. On parle de psychologie, de santé mentale, il faut quand même se souvenir qu'avant même un dispositif qui ne fonctionne pas vraiment, mis en place par l'assurance maladie dont j'ai parlé tout à l'heure, sur le remboursement de consultations de psychologues, nous étions les pionniers, nous, la mutualité, les complémentaires santé, pour rembourser ces mesures. Enfin, tout ça pour dire que derrière, en nous associant au cofinancement des consultations de prévention, bien, on nous donne la possibilité d'agir, de proposer des parcours à nos adhérents derrière pour que la consultation soit suivie de choses qui sont concrètes et qui peuvent permettre d'agir sur la prévention. Parce que la consultation en elle-même, finalement, ce n'est pas grand-chose. Donc, on a voulu, on a argumenté auprès du ministre ensuite, on a argumenté auprès des députés, auprès du Sénat l'année dernière, mais la méthode 49.3 donc, était déjà là, ce qui nous a empêchés de débattre. Et il se trouve que voilà, on a une mesure qu'on déplore encore aujourd'hui parce qu'on n'est pas associé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé durant cette année? Rien. Rien. C'est-à-dire que c'était tellement révolutionnaire que rien n'est arrivé. On nous aurait mis comme partenaire, on aurait peut-être pu la promouvoir, on aurait peut-être pu œuvrer pour cette promotion-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Pourquoi elle n'a pas été mise en place, cette mesure-là encore? Eh bien, parce que ces consultations de prévention devaient être réalisées par des médecins. Les médecins qui ont été je l'ai dit en très grand froid avec François Braun, parce que la négociation de la convention médicale a été un véritable échec, parce qu'ils ont demandé 30 € pour le montant de la consultation pour être caricatural, parce que ça concerne bien d'autres choses aussi en revalorisation, mais voilà, entre 25 et 30, ils ont eu 26,50, donc plus 1,50 au lieu des plus 5. Et donc, il devait aussi, dans cette convention médicale, pouvoir régler le montant de la consultation de prévention. Or, ce montant-là n'a pas été du tout abordé dans la convention médicale, c'est-à-dire qu'ils n'étaient déjà pas d'accord sur la consultation classique, en termes de reval, qu'ils n'ont pas pu discuter du montant de la consultation de prévention. Quand même, une consultation de prévention qui devrait durer, suivant les textes de la loi, entre 40 et 45 minutes. Voilà. Donc, 26,50 pour 45 minutes, inutile de vous dire que les médecins ne veulent pas y aller. Voilà. La raison essentielle de l'échec de la non-mise en place de cette mesure durant cette année, c'est ça, c'est que les médecins ne sont pas du tout embarqués dans cette mesure-là. Et donc, ce projet de loi de financement sécurité sociale 2024 va essayer de contourner ce truc qui fait que ça ne marche pas. Et donc, Fabienne l'a dit, on va élargir à d'autres professionnels de santé pour effectuer ces consultations de prévention. Alors, on va l'élargir aux sages-femmes, aux infirmiers, des acteurs de santé, mais aussi aux pharmaciens. Alors, pharmacien qui n'a pas un rôle médical, a priori. Je dis bien a priori maintenant.
Et donc, pour pouvoir le faire, on va transformer le nom de consultation, parce que les consultations, c'est quand même pour les médecins. Donc, on va le rebaptiser en bilan de prévention. Voilà. Et puis, pour ce faire, comme il va y avoir plusieurs professionnels de santé associés, donc je les rappelle, les médecins qui ne veulent pas y aller, qui ne veulent toujours pas y aller, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, eh bien, il n'y a plus besoin de traiter le montant de la consultation de prévention qui devient un bilan de prévention. Ça peut être simplement par un texte qui va être publié au journal officiel, ce qu'on appelle un décret ou un arrêté, qui va pouvoir réglementer le tarif de ce rendez-vous de prévention qui va d'ores et déjà, Fabienne l'a dit, être à 30 euros. Voilà le sens de cet article, de cette mesure dans ce projet de loi qui fait qu'une mesure qui n'a pas fonctionné l'année dernière, en tout cas en activité cette année, on essaye de contourner pour que ça fonctionne l'année prochaine. On va voir. En tout cas, aujourd'hui, vous imaginez la réaction des médecins qui disent, d'une part, nous n'avons pas été entendus sur le montant réel d'une consultation de prévention. D'autre part, donner des prérogatives médicales aux pharmaciens en ce sens-là, c'est comme faire une attestation sur l'honneur ou une déclaratif de risque de prévention. Donc, pour l'instant, on voit bien que c'est quelque chose qui ne prend pas et qui risque d'avoir des très grandes difficultés pour prendre l'année prochaine. Et là, nous, en complémentaire, et nous, la mutualité, bah, évidemment, on se dit que qu'est-ce qu'on a loupé comme occasion parce qu'on pourrait, nous, on aurait pu, si on nous avait associés depuis le début, je reviens au démarrage, hein, eh bien, on pourrait peut-être, nous, rembourser du dépassement d'honoraires ou rembourser quelque chose pour doper un petit peu ce montant-là qui est très faible de l'assurance maladie. Là, ça aurait du sens en participation des organismes complémentaires au lieu de nous transférer des charges qui signifient rien, qui améliorent absolument rien dans l'état de santé des Français. Donc voilà, non, on n'a pas ce genre de mesure avec du sens. Je vais m'arrêter là, mais parce que l'histoire, on l'a pas, la fin, la suite. Mais voilà où on en est aujourd'hui et il y a vraiment une occasion ratée, hein. On a perdu un an, on va peut-être encore perdre une année. C'est beaucoup dans le sens de la prévention parce que c'est quand même là-dessus qu'il faut qu'on arrive à peser dans nos politiques. Et puis, on a déposé, nous, un amendement au nom de la FNMF pour baisser les taxes sur nos actions de prévention. Je rappelle quand même que nous sommes taxés très fortement et plus que lorsqu'on consomme un hamburger dans un fast-food. Voilà, que des non-sens, des paradoxes aujourd'hui. Et voilà, donc voilà où on en est donc sur cette partie prévention-là. Je vais attendre les débuts de l'année prochaine pour voir un petit peu comment ça peut prendre ou pas. Mais voilà où on en est. Fabienne, je te redonne la main, cette fois pour réinscrire des mesures qui avaient été annoncées par le président de la République en cours d'année, donc une inscription budgétaire concernant les préservatifs, sur la prévention là aussi, puis il y aura une mesure un peu étonnante, on va dire, sur la précarité menstruelle. Oui, donc là, concernant la gratuité des préservatifs, hein, c'est déjà une mesure qui est effective depuis janvier de cette année, hein, où tous les jeunes de moins de 26 ans peuvent désormais se procurer des préservatifs directement en pharmacie sans avance de frais et sans ordonnance également. Ça fait partie, hein, d'une mesure qui figure dans la stratégie nationale de santé sexuelle pour 2021-2024. Et là, en effet, il s'agissait de simplement l'inscrire dans la loi. On a aussi une autre mesure qui est en lien avec la précarité menstruelle. C'est aussi une mesure, hein, qu'Elisabeth Borne avait annoncée. Et donc là, à partir de septembre 2024, il est prévu un remboursement des protections hygiéniques réutilisables qui seront délivrées essentiellement en pharmacie pour toutes les femmes de moins de 26 ans. Et là, par contre, contrairement aux préservatifs, on est sur une prise en charge à hauteur de 60% et non des 100%. Ce qui fait que les organismes complémentaires, dans le cadre des contrats responsables, viendront participer sur le ticket modérateur. Pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, là, on est sur une prise en charge intégrale et sans aucune limite d'âge, hein. Donc, il y a une étude d'impact, hein, qui a été faite cet été et cette mesure pourrait concerner à peu près 6,5 millions de personnes. Et puis après, le temps qu'elle soit mise en place, il y aura tout un référencement qui sera fait pour s'assurer de la qualité des produits. Et donc, pour avoir une petite idée des deux tarifs, on partirait sur
sur un coût à peu près, la prise en charge sécurité sociale de 3 culottes sur la première année, suivie après d'une par an, en sachant qu'à peu près le coût d'une culotte menstruelle s'élève à 25 euros. Alors, si je disais que cette mesure-là elle nous étonne là où elle est. On est dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. On est ce qui régit tout ce qui est assurance maladie ici, hein. C'est une mesure qui n'est pas à survenance de risque, comme voilà, on rembourse une consultation, on ne peut pas prévoir véritablement. Or, là, aujourd'hui, ben, voilà, une protection périodique, euh, dans ce contexte-là, c'est plutôt un schéma qui n'est pas en survenance de risque, hein, puisque le risque, on le connaît à l'avance, hein, et puis, ce n'est pas une notion de risque. Et donc, on s'étonne que cette mesure-là figure dans le budget de l'assurance maladie, et puis dans l'autre, des complémentaires santé, parce que on va avoir un ticket modérateur. Alors, voilà, on est associé au financement, c'est bien. Mais enfin, un ticket modérateur sur quelque chose qu'on connaît à l'avance, donc on va pouvoir le calculer. Ça va être facile, hein, pour calculer un petit peu l'impact sur nos cotisations. Mais ça devrait être dans dans la branche famille. Ça n'a rien à voir dans le sujet en termes de santé dans la branche maladie. Donc là, voilà, on s'interroge parce que c'est une mesure qui est là aussi pour, dans le cadre de la lutte du pouvoir d'achat des jeunes, hein. Et donc voilà, on voit qu'il y a un petit détournement quand même ici. Et ça, voilà, c'est un petit peu gênant par rapport à la méthode. Après, on va nous obliger, hein, en termes de ticket modérateur, à le rembourser, puisqu'en plus, ça va être intégré dans le cadre du contrat responsable dès l'année prochaine. Voilà, on se dit qu'il pourrait y avoir d'autres mesures encore dans le même sens, hein, pourquoi pas, et qui pourraient un petit peu détourner le modèle d'assurance maladie. Donc, c'est à suivre aussi en termes de méthode. Alors, on a aussi d'autres mesures, hein, qui ont été ajoutées au fil des débats. Entre autres, c'est la mise en place d'un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte, après un avis de la Haute Autorité de Santé. Donc, cette infection, hein, c'est un herpès en fait qui touche à peu près 5 à 9 nouveau-nés sur 1000. Et c'est l'infection la plus fréquente et la principale source d'handicap neurosensoriel, tels que le retard mental, le retard psychomoteur. Et les modalités de mise en œuvre du programme seront définies par un arrêté. En deuxième mesure, on a aussi la possibilité pour les médecins scolaires d'orienter les collégiens, les lycéens directement vers le dispositif Mon soutien psy, puisqu'actuellement, hein, c'est essentiellement le médecin traitant qui peut faire la lettre d'adressage. On a aussi une troisième mesure, hein, qui consiste, enfin, qui va permettre aux femmes qui auront subi une interruption médicale de grossesse de pouvoir bénéficier d'une indemnisation pendant leur arrêt de travail sans délai de carence. Et puis la quatrième, on n'est plus sur de l'expérimentation, contrairement aux trois autres, puisque là, à titre expérimental et pendant 3 ans, il y aura une mise en place par l'Agence régionale de santé d'un parcours dépression postpartum qui va associer les professionnels de santé médicaux, les psychologues, les sages-femmes, les puéricultrices pour un accompagnement, hein, des femmes qui sont confrontées à une dépression postpartum. Alors, comme il s'agit d'une expérimentation, il y aura une prise en charge intégrale par le fonds d'intervention régional pendant toute la durée de l'expérimentation. Voilà les dernières mesures. Alors ensuite, au niveau expérimentation, on fait un petit retour sur la LFSS 2018 d'abord, hein, pour vous expliquer un petit peu l'article 51, hein, pour rappel, puisque l'objectif, hein, du dispositif de l'article 51, c'est de promouvoir des organisations innovantes, contribuer à améliorer le parcours des patients, l'efficience du système de santé, mais aussi améliorer l'accès aux soins ou encore la pertinence des soins qui sont donnés. Et donc, quand ça a démarré en 2019-2020, la plupart étaient sur 3, voire 5 ans. Et il y en a à peu près une vingtaine qui vont arriver à échéance, là, pour 2024 et 2025. Donc, la loi permet, hein, une fois l'expérimentation terminée, et si elle est retenue, ça permet de l'inscrire dans le droit de commun. Donc là, on rentre dans une prise en charge classique, hein, avec du cofinancement, régime obligatoire et régime complémentaire. Et là, dans ce cas, on serait donc avec un parcours coordonné renforcé qui serait mis en place pour 2024
Et avec une petite particularité, puisque là, on ne serait plus à une tarification à l'acte, mais une tarification au forfait, comme ce qui existe actuellement par le biais de l'expérimentation. Donc, en fait, le financement se passe par l'intermédiaire d'une structure qui prend en charge et qui se charge après de dispatcher auprès de tous les professionnels de santé. Et on a quand même une particularité, puisque le parcours coordonné renforcé, dès l'instant qu'il rentrera dans le droit commun, devra également être pris intégralement en tiers payant, tant sur la part sécu que sur la part mutuelle. Et dans cette nouveauté d'entrée dans le droit commun, on retrouvera du coup les prestations d'activité physique adaptée, qu'on appelle aussi l'APA, qui figurent dans certaines expérimentations et qui, de ce fait, vont rentrer dans le remboursement sécu mutuel et qui, même indépendamment des expérimentations de la LFSS 2018, l'APA va rentrer puisque on a pu le voir, c'est un article qui figure dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale où il y a des expérimentations sur l'APA qui vont être mises en place et qui pourraient concerner toutes les personnes atteintes de cancer. C'est un article qu'on va suivre complètement puisqu'on va voir comment il va pouvoir être mis en place, par quel biais et sur quel montant. Un petit peu, parce qu'on a vu la littérature dans la presse ces temps derniers. Alors d'abord, l'activité physique adaptée, c'est quelque chose qui existe, qui ne prend pas bien, parce que effectivement, d'une part, c'est peut-être un argument, il y a une mission qui a été pilotée par un docteur neurologue, chirurgien neurologue qui est le docteur Delandre, Dominique Delandre, à la demande d'Emmanuel Macron en début d'année pour dire voilà, comment est-ce qu'on peut favoriser le sport en France pour favoriser la santé. Voilà. Et donc, il y a une mission qui est arrivée. Lui, il a dit un des moyens, c'est de faire en sorte qu'un dispositif qui s'appelle l'activité physique adaptée, qui existe déjà, mais qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie, donc le doper, et si on le remboursait, ça permettrait de l'encourager. Alors aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Il faut savoir que l'activité physique adaptée, il y a des médecins qui sont pas très sensibilisés, pas très informés de savoir comment, où aiguiller. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a des maisons sport santé, oui, mais elles sont assez peu nombreuses en France. Nous en avons, nous, pour le compte du groupe Ville, mais ça ne suffit pas. Il y a des kinés qui font du sport santé, qui sont agréés. Mais il n'y a pas que. C'est-à-dire que dans toutes les salles de sport en France, il y a aussi des coachs qui passent des certifications qui sont donc agréées avec l'assurance maladie et qui peuvent faire du sport santé ici. Et donc, tout ce réseau-là communique très très mal. C'est-à-dire que le médecin, lui, quand bien même il est sensibilisé à la cause, il ne sait pas toujours trop où orienter, kiné, coach en salle de sport ou toutes ces choses-là, donc il ne sait pas trop à qui s'adresser. Ce qui fait que l'adhérent non plus, l'assuré. Donc voilà, on voit bien qu'on a un conglomérat de choses qui fait que on a du mal à y aller. Donc il y a tout ça qui doit être amélioré. Donc nous avons fait des propositions aussi, nous, dans le sens où on pourrait recenser, et on pourrait le prendre à notre compte, tous les coachs aujourd'hui, toutes les personnes qui sont agréées pour pouvoir réaliser les actes de prestation d'activité physique adaptée, de partout, avec un système de géolocalisation. Bon, ça, c'est une proposition de la mutualité. On va attendre, mais enfin, en tout cas, voilà, quelque chose pour vraiment densifier et faire en sorte qu'on sache où aller. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, donc, le remboursement. Et donc là, ici, on a eu un amendement au niveau du texte à l'Assemblée nationale, porté par le gouvernement, qui disait la chose suivante. L'activité physique adaptée doit être remboursée dans le cadre de 2 pathologies, le cancer et le diabète. Voilà. Porté par le gouvernement. Et puis, il y a eu le 49.3, donc à l'issue des débats à l'Assemblée nationale porté par la Première ministre. Et cet amendement-là a disparu complètement. Alors ça, c'est très, très étrange. En tout cas, maintenant, on connaît la raison. Mais ce qui nous a fait dire, comment se fait-il qu'un amendement porté par le gouvernement disparaisse par ce même gouvernement-là, via le 49.3. Et puis, on a vu ressurgir, une semaine après, en commission des affaires sociales, au Sénat, ressurgir, mais un petit peu modifié. C'est-à-dire qu'en lieu et place d'avoir les 2 pathologies que j'ai citées, cancer et diabète, on n'en avait plus qu'une, le cancer. Ici, le diabète a donc disparu. On s'est interrogé, déjà, pourquoi cette transformation-là, pourquoi la disparition au niveau de l'Assemblée nationale? Eh bien, on a eu un petit peu nos éléments, c'est-à-dire qu'on a eu un petit peu une opposition
entre deux ministères, Bercy et le ministère de la Santé. Bercy qui a dit on ne va pas pouvoir, dans le cadre du budget, pouvoir rembourser cela parce que ça va coûter trop cher. Et donc, ils ont enlevé le motif diabète pour essayer de contenir quelque chose, sachant que le président de la République va promouvoir très fortement, dans le cadre des Jeux Olympiques de l'année à venir, le sport santé. Donc voilà, il fallait faire quelque chose, il faut montrer quelque chose, il faut vraiment monter un élan. Je ne sais pas si ça va suffire, mais enfin voilà, ils ont gardé que le motif cancer. Et puis, on nous a fait un procès, nous, les complémentaires, en disant qu'on ne voulait pas rembourser. Or, c'est totalement faux. Ce qu'on peut lire dans la presse. D'ailleurs, la Fédération nationale de la mutualité française, via son président, a fait un communiqué de presse il y a 2 jours pour démentir complètement, parce que voilà, il y a eu des choses qui sont arrivées qui sont plutôt, encore une fois, fausses, en disant que la mutualité ne voulait pas rembourser et que c'est pour ça que dans le projet de loi, on avait enlevé le motif de diabète. Or, ce n'est pas du tout ça. On a encore dit, nous sommes un véritable partenaire. Et là, ici, sur le sport santé, on le rembourse déjà dans nos garanties santé pour nos adhérents. Donc, on veut aller plus loin. On veut véritablement y aller là-dessus. Donc, les communiqués sont publiés. Donc, je voulais être clair à ce niveau-là. Et puis donc, c'est timide parce que ce qui arrive ici, finalement, on va voir quand même comment ça va être transformé, mais on le revoit maintenant comme une expérimentation. On voit bien qu'il faut quand même faire quelque chose. Il faut faire que ce soit embarqué dans le contexte qui va être piloté par le président de la République sur le sport santé, mais que malgré tout, ce n'est pas très, très prégnant, puisque c'est une expérimentation à venir pour l'année prochaine. Bon, je ne peux pas en dire plus à ce niveau-là du texte et à ce niveau-là opérationnel. Et puis alors, dans le sens des expérimentations, il y a eu aussi d'autres qui arrivent dans le droit commun, avec une qui concerne le pharmacien, Fabienne, et je te laisse en parler sur son élargissement, et j'y reviendrai en termes de vaccination. Oui, donc c'est pareil, hein, c'est aussi une expérimentation qui rentrera dans le droit commun l'année prochaine, qui est toujours aussi issue de l'article 51, qui s'appelait Pharmaosis, hein. Ça avait démarré en Bretagne, ça permet en fait aux pharmaciens de pouvoir soigner directement les personnes qui se présentent dans leur officine pour tout ce qui est des plaies simples, des piqûres de tiques, des douleurs pharyngées, des cystites, des conjonctivites. Et donc, du coup, par le biais de cette expérimentation, ça va permettre pour l'année prochaine d'élargir le rôle de pharmacien, et là, pour le coup, sur tout le territoire en France, puisqu'il pourra dispenser sans ordonnance certains médicaments à prescription médicale obligatoire, comme les antibiotiques, par exemple, après avoir réalisé un test rapide d'orientation diagnostique, c'est-à-dire un TROD, pour tout ce qui est cystite simple et les angines. Il y aura un arrêté qui va fixer la liste des TROD qui pourront administrer, mais également des médicaments qui sont concernés. Et pour avoir une petite idée de tarif concernant ce nouvel acte que pourra avoir le pharmacien, actuellement par le biais de Pharmaosis qui se déroule en Bretagne, c'est un acte qui est facturé 12,50 € par le pharmacien et qui est pris pour l'instant à 100% par le régime obligatoire. Donc, c'est des tarifs qu'il faudra également prendre en compte d'ici l'année prochaine, puisque là, on rentrera dans un cofinancement régime obligatoire, régime complémentaire, comme pour toute expérimentation qui rentre dans le droit commun. Et puis aussi, la petite nouveauté, c'est la permanence des chirurgiens dentistes qui avait existé déjà l'année dernière et qui donc va être pérennisée puisqu'ils seront tenus d'être disponibles pour tout ce qui est urgence dentaire à partir de 2024. Effectivement, ce qui fait que quand on avait une rage de dents le dimanche, c'était un peu compliqué. Et on n'avait pas d'autre choix que d'aller en établissement hospitalier. Or là, ici, c'est ça qui doit être corrigé dans cette évolution du texte. Bon, je vais revenir sur le pharmacien. Donc là, effectivement, on voit une grosse nouveauté arriver, des pharmaciens qui vont prescrire. Alors ça, on n'avait jamais connu ça. Donc on voit un véritable bouleversement dans le rôle du pharmacien. Alors le rôle du pharmacien, il a déjà évolué allez, ça fait un peu moins de 10 ans. Auparavant, le pharmacien, lui, il était rémunéré par rapport aux médicaments et aux marges qu'il se faisait sur le prix des médicaments. Il était rémunéré en pourcentage sur le prix des médicaments. Or, depuis plus d'une dizaine d'années, on a
très, très grosse baisse du prix des médicaments, hein, de par l'encouragement du médicament générique. Et donc ça a perduré, ce qui fait qu'il y a 4-5 ans, il y a eu une réforme de la rémunération des pharmaciens qui est intervenue, ce qu'on appelle la dispensiation. La dispensiation, c'est quoi? C'est de dire que le pharmacien, au lieu d'être remboursé en pourcentage par boîte de médicaments, va être remboursé en forfait par boîte de médicaments et non pas sur le prix comme en pourcentage. Et donc là, aujourd'hui, à titre d'exemple, hein, pour une boîte de médicaments, il touche 1,02 €. Bon. Et donc ça, on le voit. Enfin, on le voit. En tout cas, si on souhaite le voir, on le voit sur la facture du pharmacien, je rappelle, qui est imprimée au verso de la prescription. Et donc là, vous voyez qu'il y a 2 lignes par médicament. Il y a une ligne qui concerne le prix du médicament avec un ticket modérateur, et vous avez une ligne en horaire de dispensation, donc ces fameux 1,02 € pour une boîte, et puis après, il y a des bonus pour 5 boîtes, il y a aussi des majorations pour des personnes d'un certain âge et tout, des choses comme ça, qui fait que voilà leur rémunération sur le médicament, comment elle est réalisée aujourd'hui. Ça n'a pas suffi, ça ne suffit pas. Donc, on a donné d'autres rôles. Les pharmaciens ont un rôle très, très important aujourd'hui. Dans l'assistanat, la téléconsultation, vous savez que la télémédecine est en essor. Hein. Depuis 2018, la téléconsultation est remboursée par l'assurance maladie. On a aussi des actes de téléexpertise et puis depuis peu, depuis le 1er juillet de cette année, la télésurveillance. Mais pour revenir simplement sur la téléconsultation, qui est assez nouvelle hein, dans notre paysage ici en France, eh bien, on a tout un tas de personnes, d'assurés, qui n'ont pas accès à la téléconsultation parce qu'ils n'ont pas forcément d'ordinateur ou de moyens techniques pour pouvoir la réaliser. Ils ne sont pas forcément en zone qui permet d'avoir une vidéoconsultation hein, qui est obligatoire avec l'assurance maladie. Et que, voilà, de par ces mesures-là, donc il y a le pharmacien qui peut effectuer la téléconsultation. Alors, soit ils ont des cabines, soit ils ont une pièce dans leur officine où ils vont recevoir donc un assuré et l'assister. Ils sont rémunérés pour cela. Et ça, c'est en plein essor. Et je ne parle même pas des télécabines hein, qui vont s'installer. Vous avez peut-être vu, il y a quelques jours, on voit une vraie démocratisation hein, de la téléconsultation qui pourrait intervenir, avec des conséquences et des impacts qui pourraient être importants dans le paysage du médical. Important, pas forcément hyper favorable non plus, hein, parce qu'on pourrait avoir des médecins qui pourraient avoir envie de travailler pour ces cabines de téléconsultation, donc à distance, bien évidemment, et qui fait que tout d'un coup, ça pourrait appauvrir le nombre de médecins sur le terrain qui reçoivent au niveau physique. On voit que ce n'est pas aussi simple que ça. Enfin, des cabines de téléconsultation qui pourraient se mettre dans les gares SNCF, hein, je ne sais pas si vous avez vu ça. Bon, voilà. Et puis Michel-Édouard Leclerc aussi qui est sorti avant-hier pour dire que lui, il voudra en mettre dans tous les Leclerc. Bon, on aura le vrai sujet. Je reviens aux pharmaciens. Pharmaciens, on voit que ça a quand même un peu plus de légitimité, en tout cas pour le moment. Et donc, en termes de rémunération, il y a eu aussi le vaccin contre la grippe, on le connaît tous. Et puis le vaccin, récemment, hein, ils ont été très utiles pour lutter contre la désertification médicale durant le Covid, et puis pour se dire que c'était un vrai acteur qui pouvait interagir sur l'éradication du virus avec la vaccination. Donc, on leur a donné des prérogatives. Et puis, depuis le 7 novembre 2022, donc de l'année dernière, les pharmaciens peuvent administrer 14 vaccins, donc diphtérie, tétanos, polio, enfin, les vaccins que nous connaissons bien. Et donc, ils peuvent nous les administrer depuis le 7 novembre. Alors, évidemment, ils sont rémunérés hein, pour cela. Ils ont 7,50 € et il y a un ticket modérateur aussi, c'est-à-dire qu'il y a un impact sur la complémentaire santé. Et puis, depuis le mois d'août de cette année 2023, ils peuvent non seulement administrer les 14 vaccins, mais ils peuvent aussi les prescrire. Alors, ça veut dire que depuis le mois d'août de cette année, nous pouvons, nous rendre directement chez un pharmacien pour avoir la prescription du vaccin. Évidemment, il nous le fournit et il va nous piquer. Et donc, on évite totalement la case médecin. Et évidemment, encore une fois, dans sa rémunération, il va avoir aussi un acte qui est valorisé, je crois, à 2,10 € pour prescrire le dit vaccin. Donc, vous voyez qu'à aujourd'hui, avec un ticket modérateur derrière aussi, on voit qu'on a un alourdissement du coût dans le post-pharmacie. Donc là, on vient de le voir cette année et on va le voir de manière exponentielle dans les années à venir. C'est-à-dire que le coût du post-pharmacie pour les complémentaires santé
va s'alourdir d'année en année parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont embarquées dans ce poste-là. Il n'y a plus seulement le médicament. Et donc, pour faire lien avec cette mesure d'élargissement du rôle des pharmaciens aussi sur les expérimentations qui arrivent dans le droit commun, là, infection urinaire et angine, ils vont réaliser des tests rapides, rémunérés avec cela, et un ticket modérateur encore une fois. Et puis, ils vont prescrire le médicament qui va bien, y compris l'antibiotique, dans ce contexte-là. Et encore une fois, rémunération par rapport à la prescription, plus la délivrance du médicament. Après, on pourrait se dire, ça va peut-être, comme je l'ai dit, on évite la case médecin, ça va peut-être alléger la facture au niveau du poste de consultation médicale. Non, ce n'est pas ce qui va se passer. La raison est assez simple, parce que si mathématiquement on dit, voilà, si on en met plus à l'un, ça va diminuer à l'autre, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il faut savoir qu'en France, on a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Voilà, déjà. Donc, les cases libres de l'agenda du médecin qui pourraient être libérées de par ce que je viens d'évoquer, elles seront prises par des personnes qui ont besoin d'aller voir un médecin qui n'ont pas de médecin traitant. Et puis, d'autre part, quand bien même on est un médecin traitant, aujourd'hui, les délais sont longs pour avoir un rendez-vous. On parle entre 5 et 7 jours en moyenne nationale pour avoir un rendez-vous lorsqu'on a un médecin traitant. Donc, on voit bien que quand on a eu un problème un peu plus important, la difficulté respiratoire, je ne sais quoi, le médecin a quelques cases dans la journée pour prendre des patients en pseudo-urgence et que s'il a des cas qui se libèrent, ce serait peut-être plus de possibilités en ce sens-là pour faire en sorte que la personne n'aille pas aux urgences proprement parler. Donc voilà, ce n'est pas si simple que ça ne va pas faire diminuer les dépenses au niveau des consultations médicales. Mais je voulais vraiment mettre l'accent sur cette évolution du rôle du pharmacien qui a un impact fort, y compris dans le coût de la complémentaire santé demain. Et pour poursuivre sur le médicament, on a eu une annonce du président de la République courant de cette année sur les ruptures. Vous savez qu'il y a des médicaments dont nous, la France, nous sommes en rupture. On parle beaucoup d'amoxicilline, qui est un antibiotique à large spectre et qui est donné notamment pour les enfants et dans toutes les affections hivernales, on va dire, des syndromes hivernaux. Pour lutter donc sur ces ruptures-là, le président de la République avait annoncé la possibilité d'augmenter le prix de ces médicaments dits essentiels, on va les appeler comme ça, c'est un mot qui nous rappelle quelque chose, pour faire en sorte que les laboratoires puissent en fabriquer plus en France et remettre un peu d'énergie sur ce domaine-là et qu'on puisse s'autosuffire. Bon, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prix des antibiotiques a d'ores et déjà augmenté de 10%. Donc ça, c'est déjà en vigueur. Ensuite, on a eu un amendement qui a été déposé pour rendre obligatoire la délivrance à l'unité pour les médicaments dits en situation de pénurie, dès lors que ça va se traduire par un événement pénurie. C'est-à-dire qu'il faut que ça déclenche, ça pourrait se déclencher si on dit pénurie de médicaments, et donc à ce moment-là, il y aura des mesures qui vont se mettre en place. La dispensation à l'unité. Alors, dispensation à l'unité, dans l'exposé des motifs qui avait été faite par le ministre Aurélien Rousseau, c'était de dire, surtout dans les épidémies qui nous préoccupent beaucoup, on sait qu'on est en seuil épidémique aujourd'hui de bronchiolite, et donc ça concerne la pédiatrie, donc les petits. Et quand ça manque d'amoxicilline, il y a un réel problème de santé publique. Et donc là, ici, on disait, si on pouvait contingenter le stock en pharmacie, donc en lieu et place que les pharmaciens délivrent des boîtes, ils vont délivrer des médicaments à l'unité, c'est ça un petit peu le sens. Et comme ça, on pourrait conserver un peu plus de stock. Or, le problème du ministre, quand il a fait cette annonce-là, il a parlé des enfants, je viens de le dire, en pédiatrie. Or, en pédiatrie, ce sont des gouttes. Voilà. Des gouttes à l'unité, ça ne fait pas. Et donc, on a vu pas mal de choses qui ont été faites, des députés qui l'ont raillé un petit peu et des sénateurs ici. Et on voit que la mesure a confirmé encore une fois. Mais en tout cas, dans le passage à l'Assemblée nationale, elle a complètement été gommée et on ne la voit plus du tout. Bon. Alors, si le gouvernement voudrait la remettre, on n'en sait toujours rien. Mais on voit que c'était un petit peu folklorique, en tout cas dans tout ce qui a été débattu à ce niveau-là. Et puis, il y a une autre chose, lorsque l'état de pénurie pourrait être déclenché sur des médicaments, sur l'amoxicilline encore une fois, c'est la prescription sous réserve
d'un test rapide d'orientation diagnostique. Par exemple, pour les angines, on le sait, il y a un test qui existe pour déterminer si c'est bactérien ou viral. Si c'est viral, ça ne sert à rien de délivrer un antibiotique, on le sait tous. Et que si c'est bactérien, on délivre un antibiotique. Or, aujourd'hui, ce test-là n'est pas obligatoire. Cet amendement-là rendrait obligatoire le test de manière à pouvoir avoir un antibiotique. C'est-à-dire que le médecin, en tout cas le prescripteur, puisqu'il pourrait être le pharmacien, hein, on le rappelle, avec cette nouveauté de texte qu'on a vu juste auparavant, eh bien, pour avoir un antibiotique, on aurait l'obligation d'avoir un test d'abord qui pourrait le légitimer. Voilà ce qui est ici. Je crois que j'ai un petit peu tout dit sur le médicament. Après, on va passer, Fabienne, si tu le veux bien, c'est dans le support, mais sur tout ce qui est produits de santé et dispositifs médicaux, je vois que le temps passe, et peut-être plutôt arriver sur le domaine des établissements de santé. Et là, je vais te donner cette tâche, Fabienne, d'expliquer quelque chose à laquelle on ne comprend rien aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas du tout les règles du jeu, et je te laisse un petit peu donner le contexte. Alors donc déjà, hein, pour faire un petit rappel sur la tarification à l'activité qu'on appelle aussi la T2A, c'est un mode de financement des établissements de santé publics, mais aussi des établissements de santé privés qui avait été mis en place en 2004. Et en fait, elle mesure la nature et le volume des actes. Et au bout de 20 ans, en fait, elle arrive un petit peu à bout de souffle, puisque, suivant les soins qui sont prodigués, elle ne correspond plus tellement au niveau de son mode de facturation. Et donc prévu un article dans le PLFSS de faire évoluer ce modèle. Alors, je précise quand même qu'il ne concerne que les activités de médecine, chirurgie et obstétrique. Et là, on partirait en fait sur 3 catégories. C'est-à-dire qu'il y en aurait une qui serait pour les soins classiques. Ça resterait en T2A. C'est un petit peu tous les soins classiques qu'on peut avoir en chirurgie ou en médecine. On aurait une autre qui, elle, serait mixte. C'est-à-dire qu'on aurait la T2A, mais on aurait aussi de la dotation globale. Et là, on est plus sur des soins beaucoup plus onéreux, hein, c'est tout ce qui est réanimation, les soins intensifs. Et après, on partirait sur une dotation globale pour tout ce qui est prévention et la coordination des parcours des patients. Donc, en fait, c'est un nouvel modèle de financement qu'on voit pratiquement dans chaque LFSS. Et là, pour le coup, toute l'année 2024 serait une année de mise à l'essai, d'expérimentation, enfin un tout petit démarrage pour que ça soit effectif à partir du 1er janvier 2025. La tâche sera dure. Alors là aussi, promesse du président de la République début d'année, lorsqu'il a présenté ses vœux aux établissements de soins. OK. Effectivement, c'est surenchère d'actes aujourd'hui pour que ce soit, pour qu'il y ait une rentabilité au niveau des établissements. On voit bien que c'est pas efficient, c'est pas efficace, et puis on voit bien que ça coûte de l'argent à la collectivité, hein, à tout le monde, parce que voilà, c'est des examens qui peuvent être redondants, et voilà. Donc ici, l'idée, c'est de construire un autre modèle. Fabien l'a exposé. On ne sait pas trop comment ça va être rangé. En tout cas, on va ranger l'existant dans 3 boîtes. Voilà. Et on sait que l'existant ne va pas correspondre à la cible. On sait aussi qu'il va y avoir forcément des discussions très, très poussées avec les établissements, avec également les soignants. Bon, ça va être compliqué parce qu'il va falloir transformer tous les tarifs de base existants en de nouveaux tarifs de base avec de nouvelles règles. Quand on est passé d'une nomenclature qui s'appelait la nomenclature générale des actes professionnels à la classification commune des actes médicaux qui régit désormais tous les actes réalisés par les chirurgiens en hôpital, ça a été très long, ça a mis 10 ans. Ah, je ne vais pas dire que ça va mettre 10 ans encore là cette fois-ci, mais on peut se dire que ça va être ardu. Alors, si le Sénat a réclamé déjà un report jusqu'en 2028, c'est dans ce sens-là qu'il est mis. Donc, on va voir le sens de l'histoire. On voit que le président de la République avait une véritable volonté que ça se mette en exergue très rapidement. Mais très rapidement, on y croit assez peu. En tout cas, en termes d'impact, pour nous, les complémentaires santé, on ne peut rien dire pour le moment. On va être très vigilant à la méthode. On a demandé à être associé aux discussions pour pouvoir avoir les études d'impact, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce que ça peut représenter. On sait très bien que quand on parle d'un modèle qui correspond par exemple à une sphère, si on veut le mettre dans un cube, ça ne va pas correspondre en termes de volume, hein. Il y aura forcément des
des choses qui vont changer et les impacts à droite à gauche. On sait surtout que les impacts, c'est nous qui allons les absorber, puisqu'encore une fois, la Sécu doit rester à iso-budget. Bon, donc à suivre de très très près. Il y aura des groupes de travail hein, à partir de l'année prochaine sur ce sujet-là. Il faudra que ce soit fait, hein, évidemment, parce que l'établissement hospitalier, il y a une vraie réponse qui devra être donnée. Quel délai? Nous verrons. Allez, on va peut-être parler maintenant d'un volet de maîtrise des dépenses avant de parler de lutte contre la fraude, Fabienne. Alors, la maîtrise des dépenses, entre autres, sur tout ce qui a rapport à la téléconsultation. Donc là, il est prévu une limitation des arrêts de travail prescrits en téléconsultation à 3 jours, pas plus. Exception, bien sûr, hein, sur les arrêts de travail qui seront prescrits par le médecin traitant et également dans lesquels le patient justifierait d'une impossibilité d'avoir pu obtenir une consultation en présentiel dans la journée ou le lendemain, ce qui lui permettra d'avoir un peu plus que les 3 jours. Parce qu'il faut quand même savoir que 27% hein, des arrêts de travail qui sont issus d'une téléconsultation sont aujourd'hui prescrits par un médecin qui n'est pas le médecin traitant de l'assuré. Et par le biais hein, de tous les contrôles qu'ont pu effectuer la CNAM ces derniers mois, c'est ce qui est l'un de leurs dossiers primordial, si on peut dire, c'est justement les arrêts de travail délivrés en téléconsultation, indépendamment de ceux qui sont également délivrés en présentiel. On a aussi une autre mesure hein, qui va imposer une obligation de communication orale en vidéotransmission ou téléphonique avec le patient dans tout ce qui sera délivrance d'une prescription par le biais d'une plateforme en ligne. Puisqu'à ce jour, hein, on pouvait recevoir une ordonnance rien que par un chat ou un SMS. Et là, il y aura une obligation d'avoir une vraie téléconsultation pour pouvoir avoir une prescription et son remboursement qui ira avec. Alors, maîtrise des dépenses également, on a aussi celles qui sont en lien avec les transports sanitaires programmés. Et là, on est dans une incitation des patients à recourir aux transports partagés dès l'instant qu'ils seront réalisés hein, par des VSL ou en taxi conventionné et surtout hein, si l'état de santé du patient est jugé compatible avec ce transport partagé. Et donc, au niveau tarif, hein, il est prévu que dès l'instant que le transporteur aura proposé au patient ce transport et que le patient aura refusé, il ne pourra pas bénéficier du tiers payant et son remboursement sera fait sur la base du tarif du transport partagé et non plus du tarif du transport individuel. Donc, le patient aura un reste à charge hein, qui ne sera ni couvert, bien sûr, ni par la Sécu, ni par les mutuelles s'il refuse le transport partagé. C'est des mesures hein, pour inciter à faire des économies, surtout sur tous les transports, puisqu'ils sont en 2022, les dépenses ont augmenté de plus de 7% concernant les transports. Donner comme un élément descriptif supplémentaire par rapport à cette mesure-là. Puis pour revenir sur le transport sanitaire en général, sur un poste qui coûte de plus en plus cher pour nous, la complémentaire, et puis des moyens pour essayer de maîtriser ce poste-là de notre côté aussi. D'abord, sur cette mesure, Fabienne l'a évoqué, donc en termes de remboursement, c'est tout nouveau comme modèle qui pourrait être installé durant l'année prochaine. Je vais faire un parallèle avec ce qui existe pour le médicament générique. Lorsqu'on se rend dans une officine et qu'on a une prescription d'un médecin pour un médicament sur laquelle il n'indique pas la volonté que le vaccin, n'importe quoi, que le médicament soit non substituable. Alors, vous savez que quand on se rend à la pharmacie, vous avez le nom du médicament original qui est indiqué et que le pharmacien va vous proposer systématiquement le médicament générique. Vous avez le droit, alors il le propose une fois quand c'est des ordonnances renouvelables, il ne le propose pas une nouvelle fois si vous l'avez accepté auparavant, mais en tout cas, vous avez la possibilité de renoncer au médicament générique et puis donc de prendre le médicament original. Bon, ça c'est une vraie liberté que vous avez et que nous avons tous. Si on prend le médicament original, bien on en accepte des pénalités financières. C'est-à-dire la première pénalité financière, c'est lorsqu'il y a une différence de tarif entre le médicament original et le médicament générique, c'est un reste à charge qui reste pour notre poche. Voilà. Deuxième pénalité, c'est que
on ne peut pas bénéficier du tiers payant. On est obligé d'effectuer l'avance d'argent pour ce médicament-là. Et puis, troisième pénalité, c'est une pénalité administrative, parce qu'on a une feuille de soins papier remise par le pharmacien, on va devoir remplir à la main, et puis envoyer nous-mêmes à notre caisse d'assurance maladie, caisse primaire d'assurance maladie, pour se faire rembourser avec les délais qu'on connaît, qui sont beaucoup plus longs que via la télétransmission. Eh bien, c'est pareil. Le schéma-là, pour le transport sanitaire, c'est ce schéma-là que le législateur voudrait mettre en place. Alors là, ici, on parle de transport, un transport partagé qui deviendrait la règle, comme le générique, voilà. Et que si on refuse la règle du transport partagé à partir du moment où il est proposé par le transporteur, eh bien, on accepte d'avoir le reste à charge. Le transport individuel étant plus cher que le transport partagé, ben, on accepte d'avoir en reste à charge la différence. Voilà. On accepte également de ne pas avoir le tiers payant, donc avancer l'argent, c'est un peu plus important parfois sur le transport que pour le médicament. Et puis, on accepte aussi d'être remboursé tardivement parce qu'on aura une feuille de soins avec la pénalité administrative remise par le transporteur qu'il faudra envoyer à la CEPAM pour se faire rembourser. Donc voilà, on est sur ce schéma-là à arriver. Et puis, en poste de transport, aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup de fraude concernant le transport sanitaire. C'est avéré, hein, c'est dit par tout le monde dans les constats, et il y a des vraies luttes contre la fraude qui doivent s'instaurer sur ce domaine-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bon nombre de transporteurs vont avoir tendance, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas assez bien rémunérés dans leur convention aujourd'hui, à facturer du transport à une heure qui n'est pas tout à fait celle de prise en charge du patient. J'explique. À partir de 8 heures du matin, les heures sont des tarifs de jour, et avant 8 heures, les tarifs sont très fortement majorés pour le transport. Et donc, un patient qu'ils vont prendre à 8h30, ils ont pour quelques-uns d'entre eux, mais enfin, c'est quand même entre 20 et 30% en termes de pratique, facturé à 7h30 du matin, ce qui fait qu'ils vont bénéficier de tarifs majorés. Donc ça, c'est vraiment un abus véritablement. Et puis, on sait qu'on a aussi du transport partagé, ce qui n'est pas nouveau aujourd'hui, qui existe, qui est réalisé, mais qui est facturé individuellement. C'est-à-dire qu'un transporteur qui va véhiculer 3 personnes en position assise dans le même établissement, il va faire du transport partagé, mais il facture 3 fois. Donc, on voit bien qu'il y a des problèmes. Et nous, au niveau du groupe Vive, je vais parler d'Harmonie Ambulance, qui fait partie du groupe Vive. Et Harmonie Ambulance, un vrai réseau d'ambulances en France présente sur tout le territoire, nous avons proposé au pouvoir public et nous avons été entendus. Donc, il va y avoir une expérimentation menée en début d'année prochaine avec nous pour doter tous nos véhicules de transport sanitaire d'un dispositif de géolocalisation qui va permettre d'attester la prise en charge des patients avec les horodatage et la durée, mais aussi le kilométrage du transport, donc ce qui est très important dans la transparence, ce à quoi on s'inscrit évidemment en caractère vertueux, nous, dans la mutualité. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'engage à transmettre des flux dits certifiés, alors c'est un peu technique, mais enfin en tout cas qui vont attester de la véracité de prise en charge des patients, notamment concernant le transport partagé. Donc ça, ce sont des choses importantes. On verra si ça peut faire des petits et que ça arrive plus tard pour tous les transporteurs. Mais en tout cas, on veut vraiment montrer notre caractère, expérimenter des choses de lutte contre la fraude. Et puis enfin, sur le transport sanitaire, on a une mesure qui a été actée en cours d'année parce qu'il y a eu la convention avec les transporteurs sanitaires, vous savez, la convention qui régit les tarifs qui vont être déterminants donc, pour les transporteurs. Il y a une négociation qui a eu lieu cette année au mois de mars et il y a des revalorisations qui ont été significatives, et qui ont été établies parce que le prix du carburant, par exemple, ici, avec cet impact de revalorisation à partir du mois de janvier de l'année prochaine. Donc, il va y avoir une augmentation des coûts de remboursement dans ce poste-là. Quand on ajoute que depuis le mois d'août de cette année, nous avons désormais un ticket modérateur qui a été alourdi de 10 points, 10% de ticket modérateur en plus pour nous, les organismes complémentaires, sur la prise en charge du transport programmé. Voilà, c'est un transfert de charge qui a eu lieu durant cette année, depuis le mois d'août seulement. Donc, effet combiné de 10% en plus de tickets modérateurs sur une base qui va être plus forte à partir du mois de janvier. Donc, on va voir là aussi une évolution
de ce qu'on va payer en termes de transport et ce que ça va coûter pour nos adhérents et donc en termes de cotisation. Donc c'est pourquoi on s'inscrit dans une démarche de lutte, de maîtrise des dépenses avec voilà, des certifications dont je viens parler ici et géolocalisation pour permettre de réduire, en tout cas, la part de fraude qui pourrait être mise. En tout cas, nous, on n'en fait pas, mais pour montrer qu'il y a des moyens qu'on pourrait mettre en place dans le sens de la transparence. Alors, lutte contre la fraude, quelques mesures, Fabienne, sur les cotisations sociales ou les arrêts de travail. Alors ça, c'est des mesures à l'encontre des professionnels de santé, c'est-à-dire qu'en cas de fraude ou d'escroquerie, l'assurance maladie, elle pourra réclamer aux professionnels de santé toutes les cotisations sociales qu'elle aura versées à l'URSSAF pour son compte. Et puis après, concernant le renforcement des contrôles, mais là sur les arrêts de travail, le versement des IJ pourra être suspendu dès lors que le médecin contrôleur délégué par l'employeur aura conclu que l'arrêt est considéré comme injustifié. On rappelle que cet été, la CNAM a lancé une grande campagne de contrôle justement sur les délivrances d'arrêt de travail auprès des médecins. Et puis, en fait, dans ce PLFSS, on s'aperçoit que en plus des médecins, il y aura aussi un contrôle qui va être fait dans tous les centres de santé et auprès des sociétés de téléconsultation, comme on a pu le voir précédemment. Et la lutte contre la fraude, hein, toujours, ça fait partie de la feuille de route du fameux CEDOC, c'est-à-dire le comité de dialogue avec les organismes complémentaires. Donc, à voir quel rapprochement on pourra faire, puisque dès l'instant que la CNAM détecte de la fraude dans ses contrôles, un rapprochement auprès des régimes complémentaires serait l'idéal, hein, pour pouvoir également de notre côté stopper les paiements ou éventuellement même voir déconventionner le tiers payant auprès de certains professionnels de santé. Ouais, tout à fait. On va croiser les doigts. Il y a une réunion vendredi prochain. Ce vendredi-là, ça se fait très très vite. On va voir ce qui va être retenu, hein. Mais on nous a demandé d'y participer, donc tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Si enfin on pouvait être un véritable partenaire et œuvrer dans ce sens-là, on a des moyens entre l'assurance maladie et la complémentaire d'agir véritablement sur la lutte contre la fraude et la lutte contre la fraude étant un de nos enjeux majeurs, nous en complémentaire évidemment, hein, parce que si à l'assurance maladie on dit que c'est tous les assurés qui paient, ben, nous c'est tous nos adhérents qui paient. Et derrière, ben, ça se retrouve dans nos cotisations. Donc c'est aussi un moyen pardon, d'essayer de maîtriser l'évolution des cotisations. Alors, quelques mots rapides sur la complémentaire santé solidaire, Fabienne, et puis quelques mots également rapides sur Grand Âge Autonomie, parce que finalement, Grand Âge Autonomie, cette branche autonomie dont nous a fait plein de promesses, je l'ai dit en introduction, on ne voit pas grand-chose arriver. Là, on vous a juste mis, hein, le calendrier qui va permettre en fait de faciliter l'accès à la complémentaire santé solidaire payante, hein, bien sûr, puisque vu les revenus de ces allocataires-là, elle sera forcément payante. Et donc, on aurait une attribution quasi automatique dès l'instant que la personne demanderait un de ces minima sociaux, à savoir l'asile, l'AAH ou éventuellement l'allocation de solidarité spécifique. Et dès le 1er juillet 2024 et jusqu'au 1er juillet 2026, tous ces bénéficiaires d'allocation auront le droit d'office à la présomption de droit sur la CSS. Et sur la mesure grand âge autonomie, hein, c'est simplement une mesure, hein, qui vise à proposer à partir de 2025 aux conseils départementaux qui seraient volontaires de rapprocher les dépenses de soins avec la prise en charge de la dépendance, hein. Et du coup, toute la dépense de soins serait financée exclusivement par la branche autonomie. Et le reste des tarifs pourrait être aussi financer des actions de prévention dans les EHPAD. Sur le côté du handicap, l'autre mesure également, ça concerne la mise en place d'un service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce pour tous les enfants jusqu'à 6 ans qui présenteraient un handicap. C'est une mesure, hein, qui avait été annoncée également par le président lors de la conférence nationale du handicap en avril dernier. Ça permettra aussi, hein, de repérer les troubles du neurodéveloppement appelés TND. C'est tout ce qui est troubles de la communication, le déficit de l'attention, l'hyperactivité, les spécificités de l'apprentissage, mais également le spectre de l'autisme. Et il s'est avéré qu'actuellement, ça concernerait pratiquement 5% de la population. Et le problème, c'est que souvent, les enfants sont diagnostiqués beaucoup trop tard. C'est pour ça que là, il est envisagé un accompagnement avant l'âge de 6 ans.
Et donc, Et dans la branche autonomie, et je te laisse l'évoquer, la Fabienne, mais voilà, une mesure Et donc préoccupante. là, on est donc sur un dernier article qui est apparu lors des échanges. C'est un amendement qui avait été présenté par le gouvernement, qui avait été retiré, qui a été représenté après directement par un député. En tous les cas, il fait partie d'un article, le 38 bis, qui a donc du coup, par le biais du 49.3 dimanche dernier, l'article est resté en l'état, à savoir l'extension de la prise en charge renforcée, sous-entendu de la prise en charge 100% santé sur les fauteuils roulants inscrits à la nomenclature ou à la liste des produits et prestations à partir de moitié d'année 2024. C'est une mesure qui était issue d'un projet engagé en mars 2021, qui figurait dans le rapport de Normandie. Et son objectif, c'est d'améliorer l'usage et l'accès aux aides techniques pour les personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap, mais c'est aussi surtout diminuer le reste à charge pour l'usager en instaurant des prix limites de vente et en privilégiant éventuellement la location longue durée plutôt que l'achat. Donc, je ne sais pas si parmi vous, certains ont pu suivre les derniers débats lors de l'Assemblée et à chaque, entre autres, Aurore Berger, lorsqu'elle est intervenue sur cet article, a bien précisé qu'il s'agissait de l'intégralité de tous les fauteuils et tous les fauteuils concernés seraient désormais sans reste à charge et peu importe son tarif et peu importe ses spécificités. Donc, Nicolas, tu confirmes, c'est une mesure qu'on va suivre également de près, puisque même s'ils disent que c'est en concertation ou en discours auprès des mutuelles, à ce jour, on n'a pas encore engagé de discours auprès de l'assurance maladie concernant cette prise en charge sur les véhicules pour handicapés physiques. Nous attendons une invitation officielle de la direction de la Sécurité sociale et de la direction de la Caisse nationale d'assurance maladie pour parler de ce sujet-là. Or, aujourd'hui, on a Elisabeth Borne qui a fait un petit déclaratif la semaine dernière en disant bon, la mesure là, de toute façon, ne va pas coûter grand-chose aux complémentaires santé. Vous discutez pour pas grand-chose. Vous êtes toujours dans le spectre du 100% santé que ça vous coûte, l'audio, le ticket dentaire, mais ça y est, c'est passé, on n'en parle plus. Caricature, évidemment, volontairement, mais on en est sur ces propos-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Alors, sur cette mesure-là, sur les fauteuils roulants, on a deux choses à dire. La première, c'est que nous avons eu en main les projets de décret et tel qu'il est écrit, ne nous convient pas. On œuvre aujourd'hui avec les associations de paralysés de France, APF, mais également France Handicap, pour dire en sorte que cette mesure elle est discriminatoire parce elle pourrait classifier le handicap en deux catégories, standards spécifiques, avec les uns qui seraient beaucoup mieux remboursés que d'autres. Bon, on a toutes des choses qui ne vont pas aller avec une médecine à deux vitesses et surtout ceux qui auraient une bonne complémentaire qui pourraient être mieux remboursés et les autres moins. Et puis, la deuxième chose, c'est que en termes de coûts, normalement, cette mesure-là, elle devrait être financée, là encore une fois, dans la branche autonomie. Si on a créé la branche autonomie il y a 2 ans, tout ce qui concerne le handicap et la dépendance et la perte d'autonomie doit être pris dans cette branche-là. On voit bien un manque de courage ici, financier du politique, à pouvoir mettre en œuvre cette partie-là qui devrait être en inclusion. Et puis, en termes de coûts, de ce que ça va coûter pour la complémentaire, pourquoi le mettre dans le 100% santé? Je viens de le dire juste avant, mais le 100% santé, oui, ça nous coûte très cher en audio, optique, dentaire, ça nous coûte très cher en dentaire, surtout, vous le savez, les coûts ont explosé, ça va perdurer. Il va y avoir une évolution du 100% santé à venir, alors pas tout de suite en 2026 seulement sur le dentaire, mais enfin, on arrive en 2024, on va avoir des changements de comportement de chirurgien dentiste bien avant. Je ne sais pas si vous avez vu, vous l'avez entendu, mais on a une interdiction, il y a une interdiction en France de mettre du métal en bouche à partir de 2026. Vous savez que tout le dispositif 100% santé sur le dentaire, de couronne, notamment, de métal, sont remboursés à 100%. Donc, ça va être remplacé, le matériau métal, par un matériau plus esthétique et qui ne sera pas du métal, qui sera du zircone, qui est une céramique moins chère que la céramique pure, on va dire comme ça, en tout cas qui coûte plus cher que le métal. Le delta de remboursement entre le métal et le zircone, ce sera pour les complémentaires santé. Donc, ça va alourdir encore le coût. Donc, ça va continuer. Et quand on dit 2026, changement de réglementation acté par la convention dentaire, on aura déjà un changement de comportement des chirurgiens dentistes parce qu'évidemment, si c'est nocif en bouche à partir de 2026, le métal, interdiction parce que le cobalt est nocif,
c'est évidemment nocif dès maintenant et que les dentistes vont commencer, et on le constate déjà, à ne plus proposer de métal pour les patients, donc à ne plus proposer de reste à charge zéro. Donc en attendant, on aura un alourdissement du reste à charge certainement pour nos assurés qu'il nous faudra suivre de près. Et donc là, le fauteuil roulant va coûter cher parce qu'on considère que s'il n'y a pas cette mesure-là de chiffrer, puisqu'elle est arrivée par amendement du gouvernement, donc il n'y a pas de chiffrage, il n'y a pas d'étude d'impact, vous savez, c'est ce qui leur permet de se dispenser de cette formalité-là, qui nous permet de savoir combien ça va coûter. Or, aujourd'hui, on n'a pas ces règles, et donc on considère qu'en absence de chiffrage, la sécurité sociale va rester à un iso-budget, c'est-à-dire que ça ne va pas coûter plus à l'assurance maladie, et que la promesse d'Aurore Berger, qui est quand même considérable, de dire que tous les fauteuils roulants vont être 100% remboursés, y compris les plus chers, tombe un peu des nues, on se demande comment, par quel effet de magie, mais l'effet de magie, on a l'impression plutôt que c'est nous qui allons faire le magicien, et que, comme iso-budget par l'assurance maladie, le gros delta à couvrir, ça va être la complémentaire santé. On attend quand même d'être associé aux discussions et de savoir combien ça peut nous coûter, et de pouvoir discuter ça. On devrait être invité courant décembre pour en discuter, en tout cas pour faire valoir nos arguments. Donc, à suivre de très très près aussi en termes de coûts. Et puis, parce que je parle de coûts, et je vois que l'heure se termine ici, en quelques minutes, pour terminer ces mesures de PLFSS, je voudrais quand même revenir sur ces mesures qui ont inondé cette année-là et qui vont arriver l'année prochaine également, donc 2023-2024, qui ont des impacts d'ores et déjà sur les cotisations des complémentaires santé. Alors, évidemment, les cotisations des complémentaires santé du groupe Vive, mais tout le marché, vous l'avez constaté, avec ce phénomène d'augmentation qui va perdurer, hélas, on pense encore pour l'année prochaine. Explication, le transport sanitaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, ticket modérateur augmenté, plus les tarifs de base augmentés à partir de l'année prochaine, évidemment, on va rembourser plus et donc ça va impacter les cotisations. Les tarifs hospitaliers qui ont augmenté entre 5 et 7% au mois de mars de cette année, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir au fil du temps. Eh bien, les tarifs hospitaliers, de par les coûts d'électricité, de la hausse du coût d'électricité, rien ne nous dit que l'année prochaine, ça ne se remette pas en marche. Et on pense qu'on aura une augmentation des coûts hospitaliers encore dans les établissements l'année prochaine, ce qui fait qu'on aura un effet sur le ticket modérateur que nous payons. Les mesures Covid-19, il est bon de se les rappeler, c'est que les tests étaient pris en charge auparavant par l'assurance maladie à 100%. Vous savez, c'était le quoi qu'il en coûte. Depuis le mois de mars de cette année, ce n'est plus le cas. Les tests sont désormais pris en charge avec un ticket modérateur complémentaire santé. Alors évidemment, on n'en a pas vu beaucoup d'impact encore pour le moment. Je croise les doigts là encore une fois, mais on espère tous qu'il n'y ait pas de reprise épidémique du Covid, mais enfin, la suite de l'histoire, personne ne la connaît. Mais en tout cas, il faut savoir que nous sommes associés désormais au remboursement de ces tests. Le poste pharmacie auxiliaires médicaux, j'en ai parlé tout à l'heure, cette évolution du rôle de pharmacien et de la rémunération et des tout nouveaux actes qui arrivent, vaccins et puis prescriptions, toutes des choses comme ça. Donc forcément, un alourdissement de ce poste-là. La télésurveillance qui est entrée en vigueur depuis le 1er juillet de cette année 2023. Alors, à aujourd'hui, on a beaucoup d'affections longue durée qui sont dans la télésurveillance. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup d'impact, mais on nous annonce de nouvelles pathologies hors ALD, donc avec un ticket modérateur dès l'année prochaine. Donc, on va surveiller ça de près, sachant que dans la télésurveillance, nous payons le dispositif médical pour surveiller à distance un patient. Je vais prendre l'exemple d'une surveillance cardiaque. On a un dispositif qu'on va prendre pendant une semaine pour surveiller le cœur, pour analyser toutes les données. Les données qui sont ensuite adressées à un prestataire tiers de confiance. Ça n'existait pas auparavant. Donc, c'est ce prestataire-là que nous allons rémunérer aussi entre 50 et 90 euros, voilà, en forfait à chaque analyse de données, qui va transmettre au médecin. Donc, ces 50 à 90 euros, il y aura un ticket modérateur associé aussi, donc il faut le savoir en termes de coûts pour la complémentaire santé. Convention médicale, je l'ai dit, je ne vais pas en faire des tonnes, mais en tout cas, les jeux sont absolument loin d'être faits. Ils espèrent véritablement arriver donc aux 30 euros courant d'année prochaine. Possible que ça arrive dès le mois de juillet-août de l'année 2024. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans l'impact sur les cotisations, nous avons plus 1,50 d'établi qui a été mis en place depuis le 1er novembre. Ce n'est pas encore fait. Je veux dire, voilà, c'est fait, mais je veux dire, on ne sait pas s'il ne va pas y avoir une nouvelle hausse encore très rapide. Transfert de charge, je l'avais dit très rapidement, mais enfin, ici, on nous a transféré quand même 10 points de ticket modérateur en plus sur tout le dentaire.
les soins conservateurs dentaires, donc les amalgames, tout ce que vous connaissez bien pour conserver les dents, mais aussi sur les actes prothétiques, tout ce qui est couronne, tout ce qui est prothèse dentaire. Et donc, évidemment, ça a un impact là encore sur le 100% santé, parce que, évidemment, nous donnons 10% en plus. Alors, nous, sur la méthode, c'est là où on n'est pas d'accord, c'est qu'on aurait voulu participer sur la prévention, comme je l'ai dit tout à l'heure, et toutes ces choses qui ont du sens. Or, on nous a mis un transfert de charge sur du dentaire qui n'améliore pas la santé des assurés sociaux, qui n'améliore pas la santé de nos adhérents. Au lieu d'être remboursé à 70% par la Sécu, ils vont être remboursés 60% et nous, on rembourse 40 au lieu des 30. La facture finale, ça reste pareil, ça n'améliore pas le reste à charge. Et puis, ça n'améliore pas non plus le panel de soins qui sont pris en charge par l'assurance maladie, parce qu'il n'y a pas d'implants qui sont pris en charge, il n'y a pas de parodontologie, par exemple, qui sont pris en charge non plus. Bon, voilà. Donc, c'est une mesure qui, pour nous, est juste un ajustement paramétrique et c'est un détournement, finalement, de non-imposition qui est faite à la base au niveau de la sécurité sociale, mais qui arrive par effet détourné sur la complémentaire et effet cotisation derrière, quand même, qui doit être payé par les assurés. Et puis en 2024, très rapidement, évolution du 100% santé annoncée, on en saura plus dans les quelques jours normalement, mais nous n'avons pas encore une fois les règles du jeu sur l'évolution en optique et en audio. Et on nous promet que les paniers 100% santé pourraient être complétés, on va le dire comme ça. Nous allons attendre. Une extension, donc, issue LFSS 2023 sur les prothèses capillaires. Nous n'avons toujours pas vu la mesure au niveau réglementaire passer. Je rappelle que c'est quand même pour des milliers de femmes, puisque c'est l'exposé des motifs qui a été fait, qui ont des chimiothérapies dans le cadre du cancer du sein. On vient de passer Octobre Rose, on pensait qu'ils auraient pu profiter de l'occasion pour mettre en place la mesure, ce n'est pas encore le cas, et rembourser des prothèses capillaires décentes, avec des cheveux naturels, et non pas des cheveux synthétiques. Hein. Pour nous, on a demandé purement et simplement de retirer de la nomenclature ces cheveux synthétiques qui sont immétables, mais des prothèses avec des cheveux naturels, remboursés pour les femmes pour améliorer leur état de santé, la combativité dans la lutte contre la maladie. Donc voilà, et puis l'orthodontie. Vous savez que c'était une promesse d'Emmanuel Macron sur l'orthodontie de dire je vais rembourser l'orthodontie à 100%. Ben voilà, on a un groupe de travail qui va se mettre en place, donc nous n'avons pas les règles du jeu. Ce ne sera pas en 2024, ça on en est sûr, mais potentiellement en 2025, avec un 100% santé, un peu ce qui ressemble au 100% santé en dentaire, et donc cet élargissement sur les orthodontistes. Sachant que ça ne va pas être une mince affaire parce que les orthodontistes aujourd'hui sont passés entre les mailles de toutes les filières réglementaires. Vous savez que ce sont les seuls professionnels de santé aujourd'hui qui sont rémunérés encore au semestre et non pas à l'acte. Donc, tout l'enjeu ici, c'est de basculer leur nomenclature dans laquelle ils sont aujourd'hui en rémunération, dans la nouvelle qui correspond à un acte et un tarif associé à chaque acte. Ce n'est pas encore fait. On va voir comment ils vont s'y employer. Voilà. Et donc, je pense que je n'ai rien oublié, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses, vous voyez, qui sont à venir en termes d'évolution et qui impactent les cotisations des complémentaires de santé. Je pourrais même dire, pour compléter et même terminer cette partie-là, c'est dire qu'aujourd'hui, quand on voit que l'assurance maladie nous dit, dit aux complémentaires santé, aujourd'hui, l'année dernière, vous avez moins bien remboursé. En tout cas, vous avez moins remboursé que les années précédentes. Et bien, nous, on s'inscrit en faux parce que le référentiel que prend l'assurance maladie pour donner ses arguments n'est pas le bon. Ils vont prendre le référentiel de remboursement, c'est-à-dire qu'ils prennent tous les actes qu'ils remboursent et ils regardent, nous, les tickets modérateurs, qu'on rembourse à côté. Voilà. Ils ne prennent absolument pas dans ce catalogue de référentiel de remboursement tout ce que nous prenons en charge que ne prend pas l'assurance maladie. Rien que pour citer des trucs juste un petit peu importants, la chambre particulière, tous les forfaits divers et variés que ne prend pas en charge l'assurance maladie, forfait acte lourd, tous ces trucs comme ça en termes d'hospitalisation également, tout ce qui est ostéopathie, voilà, tout ce qui est médecine alternative que nous prenons, d'activité physique, on en a parlé tout à l'heure, et toutes les choses liées au dentaire, parodontologie, implant dentaire et toutes ces choses-là. Et nous, on a établi, on a communiqué d'ailleurs en la matière il y a plusieurs semaines pour dire que non, on avait eu une augmentation des coûts de 4% de nos dépenses sur le premier semestre 2023. Donc, il faut rétablir la vérité. On
voit bien qu'on a des dépréciations qui, pour nous faire dire que, bah oui, bah vous, les complémentaires santé, vous pouvez absorber ces chocs-là. Alors, nous, on est dans un domaine mutualiste, c'est encore plus prégnant pour nous parce que nous, en non lucratif et on réinvestit absolument tout, on ne fait pas de bénéfices, pas d'actionnaire, hein, quand même, on le rappelle, on n'est pas dans un modèle voilà, à la performance à ce niveau-là. Donc, derrière, nous faire dire des choses comme ça, bah, faire imaginer au grand public que c'est le cas, de manière à se dire bah, les complémentaires santé, ils augmentent leur cotisation, mais ça n'a pas de sens. Non, c'est tout à fait faux hein, par rapport aux motifs qui sont évoqués par les pouvoirs publics. On pouvait dire sur le grand environnement, alors je ne sais pas si, non, on ne m'a pas interrompu, donc j'imagine qu'il n'y a pas de questions, mais enfin, voilà, en quelques minutes, vous pouvez évidemment hein, poser des questions si vous en avez. Ici, on vous y répond avec plaisir. J'en vois pas arriver. Non, on n'a pas de questions. Non plus. On t'entend très mal, Alizée. Ah, là, est-ce qu'on m'entend mieux pour moi? On t'entend très mal. Voilà. Ah. Je disais, mieux. Alors, je vais prendre on a une voix semblable un petit peu à celle de Dark Vador dans un célèbre film. Je ne sais pas, je vois non, pas de questions. Bon, voilà. On a essayé hein, de vous donner un petit peu une complétude, on n'arrivera jamais, mais en tout cas, vous montrer un petit peu qu'il y a cet axe-là de projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a beaucoup de mesures qui vont arriver à fort impact pour nos environnements, en termes d'assurés, en termes de citoyens, tous, hein, on est tous des assurés avant tout déjà. Et puis, donc, pour les clients, pour nos assurés, pour nos adhérents, en termes de conseils, c'est tout à fait autrement. Il faut aussi leur expliquer, on a beaucoup d'efforts de pédagogie à faire pour expliquer pourquoi, ce qui se passe. On a des problèmes de concertation, je l'ai dit, on espère, l'espoir est toujours permis, qu'on puisse être associé aux discussions avec l'assurance maladie. Puis on voit bien, voilà, les contextes sont, j'ai parlé d'années atypiques, hein, mais ça va perdurer. Je ne sais pas combien de temps, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, on voit bien que les modèles qu'on connaissait avant, tout a été chassé. Hein. La crise sanitaire a tout complexifié ici. On a vu des crises, la guerre en Ukraine et toutes ces choses-là, qui ont des impacts aussi dans la santé. Et voilà, dans ce monde-là, on assiste à beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à imaginer pour les 2 ans à venir. Donc voilà, évidemment, tout ce qu'on pourrait dire autour de ça et ce sujet-là. En tout cas, bah, si Alizée, tu as retrouvé la voie, en tout cas les moyens techniques qui te permettent de t'exprimer, sinon on va conclure donc cette partie-là en l'absence d'autres questions. En vous remerciant évidemment pour avoir assisté à ce webinaire-là. Et puis, on est à votre disposition hein, pour vous accompagner sur différentes actions concernant, en tout cas, nous, notre périmètre de la complémentaire santé. Et on vous remercie encore une fois d'y avoir participé. On vous souhaite une excellente journée avec Fabienne. Merci de votre présence. Bonne journée.